C'est la formule traditionnelle ici. Chers amis, bonjour, disait Lucien Jeunesse. Ça rappelle quelque chose à ma génération. Mais là, pour présenter Dominique Memmi, nous avons jugé que bien qu'on ne la présente plus, évidemment, elle est déjà venue ici, c'est une habituée, et bien la personne la mieux indiquée, notamment pour l'ouvrage qui va être présenté ce soir, ce sera son éditrice, à qui je cède donc tout de suite la parole. Merci beaucoup Dominique, les deux Dominiques. Merci beaucoup d'accueillir ce soir Manchester Dream de Dominique Memmi, le cœur de l'architecte, Manchester Dream, le cœur de l'architecte, un titre sur lequel on a beaucoup travaillé, hein, Dominique. Oui. Ouais. Et on en est assez content. Alors je redemandais à l'instant à Dominique, j'avais oublié comment nous nous étions rencontrés. C'était un ami éditeur commun qui nous a présentés. Et en fait, elle m'avait envoyé un autre livre, sur lequel, à l'époque, je n'avais pas tellement accroché. Et elle m'a envoyé celui-là, pour lequel j'ai eu un coup de cœur foudroyant, sur lequel je ne suis jamais revenue, ce qui est rare pour moi, parce que je suis quelqu'un de très hésitant. Et ça, c'est le grand critère, quand je ne réfléchis pas, et que c'est une évidence. Voilà. Donc, ce livre a commencé à avoir une jolie vie, modeste parce que ma maison d'édition est toute récente, donc la diffusion des livres est forcément un petit peu à l'image de cette jeunesse, mais nous faisons des grands progrès et le Manchester Dream, justement, ça doit être, je sais pas, 400% par rapport au livre précédent, donc c'est formidable. J'espère qu'il aura une longue vie et nous l'avons envoyé dans le monde entier, puisque son récit le justifie. Donc on l'a envoyé dans... J'entendais l'autre jour Joséphine, ma jeune amie collaboratrice, qui téléphonait en anglais dans le monde entier. J'ai eu l'impression d'être à la tête d'une multinationale. C'était formidable, puisque nous l'avons envoyé dans tous les pays où Frank Gehry a construit des grands bâtiments à sa façon. Et également dans les librairies et alliances françaises, franco-anglaises notamment. Voilà, donc nous espérons qu'il aura non seulement une carrière nationale, mais une carrière internationale également. Merci beaucoup Dominique. Merci de nous avoir offert ce beau moment de lecture. Voilà. Merci. Et je vous rends la parole. Alors je crois que c'est Simon qui va prendre la suite. Je laisse parler les autres, c'est bien. Ce sont les autres qui parlent mieux de vos livres en général. Non, je poserai quelques questions à Dominique sur son dernier roman, peut-être 2-3 questions, en tout cas je commencerai par une, pour essayer que tu nous parles de la façon dont tu as construit ton roman, comment est né ce projet, parce que dans ta bibliographie c'est un peu un roman à part. C'est vrai, c'est juste, oui. En fait, on va peut-être parler un petit peu du roman, faire une sorte de, pas de résumé, mais ce qu'il faut en dire, c'est que je réfléchissais je travaillais, je lisais beaucoup sur la consommation, ce qu'on fait
comment on gère les consommateurs dans les supermarchés, comment on les oriente, etc. Donc j'étais pas du tout dans la muséologie. Et vraiment, c'était le supermarché qui m'intéressait, comment le supermarché s'organise, comment ceux qui pensent au supermarché organisent les parcours des consommateurs. Et puis de lecture en lecture, je suis tombée sur un petit passage dans un texte de muséologie. J'en suis arrivée, si vous voulez, à la consommation culturelle. Et là, je suis tombée sur 2 phrases dans j'ai oublié l'auteur de muséologie, mais 2 phrases qui m'ont paru vraiment extraordinaires. Ces 2 phrases racontaient qu'au XIXe siècle, à Manchester, en 1857, avait eu lieu la plus grande exposition temporaire au monde, c'est-à-dire qu'on a fait venir Manchester au XIXe siècle, c'est Cotonopolis. On appelle ça Cotonopolis, c'est-à-dire des fabriques de tisserands à perte de vue. Donc des fabriques, une ville noire, une ville qu'on n'imagine pas, ce n'est pas Londres, c'est-à-dire c'est l'opposé, c'est l'anti-Londres, c'est-à-dire c'est vraiment une ville industrielle, ce n'est pas une ville d'art. Et là, un homme qui s'appelait John Connellan-Dean a l'idée de créer au cœur de ces fabriques la plus grande exposition temporaire au monde. C'est-à-dire qu'il fait venir au cœur de ces fabriques 16 000 œuvres d'art. Et aujourd'hui encore, je pense que c'est encore la plus grande exposition temporaire qui a eu lieu. Encore aujourd'hui, c'est-à-dire on a 16 000 œuvres d'art, c'est vraiment colossal. Et l'idée de cet homme, c'était notamment de faire venir les ouvriers dans le palais de l'exposition, c'est-à-dire de permettre aux ouvriers d'accéder à la beauté. Et moi, j'ai trouvé que c'était une idée fabuleuse, extraordinaire, en pleine révolution industrielle. Mais et quand je suis tombée sur ces 2 phrases, j'ai voulu en connaître plus sur cet homme, j'ai voulu en connaître plus sur son projet. Et Dickens est venu, vous voyez, Dickens c'est quand même quelqu'un qui sort du... Dickens, il était dans les manufactures de cirage, c'est vraiment... Et il y a tout ce moment-là qui pour moi était inédit, et voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Quand on lit le roman, on le voit, mais en t'écoutant, on en a l'intuition aussi, c'est que en fait il y a plusieurs romans. C'est-à-dire qu'il y a le roman de Frank Gehry, l'architecte fameux, enfin voilà, très connu, à qui on propose un projet complètement insolite. Complètement insolite dans sa carrière à l'époque. Il se pose des questions, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il va pas accepter? Et il y a le roman auquel il est confronté, puisque Frank Gehry, c'est un personnage qui devient lecteur dans le roman de Dominique, puisqu'on le voit éplucher des lettres de Dickens, on le voit éplucher la correspondance de John Connellan-Dean et d'autres, il ne faut pas tout dire peut-être, et qui vont le pousser, qui vont l'amener à faire ce projet. Et comment as-tu procédé à l'écriture de ces 2 romans? Je dirais un roman épistolaire qui se passe au 19e siècle, on pourrait peut-être dire les choses comme ça, je ne sais pas si tu es d'accord, et ce roman sur le projet de l'architecte lui-même. En fait, il y a plusieurs écritures. Il y a Manchester Dream, c'est 3 romans. C'est-à-dire qu'il y a une première version. La première version, le personnage principal était le palais de l'exposition. C'est-à-dire que c'était le palais et les personnages traversaient ce palais. Les ouvriers, les artistes. Frank Gehry n'existait pas à l'époque. La deuxième version, j'ai écrit Manchester Dream du point de vue du créateur de l'exposition, de celui qui a l'initiative de l'exposition. Et donc c'était John Connellan-Dean. Et puis je tournais parce que voilà, il y a des choses, on sent en fait quand on écrit, si on est sincère, si on veut faire les choses bien, quand il manque quelque chose en fait, quand c'est pas fini en fait. Et je me disais, il faut que je trouve, aujourd'hui il faut que j'actualise ce propos, c'est-à-dire aujourd'hui est-ce qu'il y a des expériences similaires? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont créé dans des lieux complètement improbables, des lieux qu'on n'imagine pas, des lieux d'art,
des expositions, des musées. Et une nuit, je me suis réveillée, j'ai pensé à Frank Gehry, voilà, le Guggenheim de Frank Gehry. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? L'histoire, elle est assez drôle. Frank Gehry voit débarquer un jour deux Basques. Ouais. Qui l'interrompt. Il est dans un concert, c'est un opéra, etc. Et il voit deux gars qui arrivent comme ça, qui veulent absolument le rencontrer. Bon, il se dit qu'est-ce que c'est ces énergumènes, j'en ai vu des tonnes. Et qui lui parle de ce projet d'un Guggenheim à Bilbao. Voilà, il se dit vraiment, c'est deux gogos. Et il dit, bon, écoutez, vous reviendrez à la fin de... Là, je reprends, il y avait l'entracte, je retourne écouter... voilà mon opéra, et puis en pensant que bon, il y avait à la fin de l'opéra, ils auront disparu, seulement les hommes sont encore là. Et ils disent, bon, alors là, il prend la peine quand même de les écouter. Et puis les personnes lui disent, voilà, lui parlent de Bilbao, lui disent, voilà, nous, notre ville, on veut la faire vivre. On veut, c'est une ville qui a vécu, qui a eu, il y a eu des artisans, il y a eu des ouvriers, ça grouillait de vie. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est-à-dire que l'art, c'est la vie, il doit être dans la vie, me semble, où la vie grouille. C'est pour ça qu'il y a je cite Marcel Pagnol quand je dis l'art doit être dans les lieux communs, parce que les communs, qu'est-ce que c'était? C'était les cuisines, c'était les garages, les écuries, mais c'est là que la vie grouillait. Et voilà, et lui, voilà, il a cette idée, il rencontre ces personnes et puis il lui dit, bon, mais quel est votre budget? Et là, les Basques lui disent illimité. Alors là, bon, c'est quand même un architecte, un grand architecte qui se dit illimité, il y a peut-être, c'est un défi, c'est un challenge. Et voilà comment l'histoire débute. Ça, c'est la vraie histoire. Ouais. Alors, pour contextualiser un petit peu la lecture, Frank Gehry, en fait, il est à la bibliothèque de Los Angeles. Il cherche avant d'accepter cette proposition de créer un Guggenheim à Bilbao, il cherche à savoir si il y a des expériences similaires qui ont réussi. Si dans des lieux improbables, on a pu faire accéder, créer des expositions d'art, etc. Et il tombe sur une lettre de Dickens. Et Dickens qui parle en fait du commanditaire de l'exposition, qui parle de John Connell Landing. Donc ça, ce passage, c'est suite à la lecture de Dickens. Le voilà l'homme de Manchester, et voilà sa brillante et révolutionnaire idée, faire accéder le monde ouvrier à l'art, offrir la beauté au peuple. Frank a littéralement envie de se précipiter dans tous les rayons et étages de la bibliothèque pour crier sa joie. Il faut qu'il appelle Bertha d'abord, puis Georges, et aussi Théo Carr. Il n'y a pas de temps à perdre, il doit se rendre à Manchester. Le projet de Bilbao est mystérieusement lié à ce passé, il en a le pressentiment. Aussitôt, il se précipite au dehors pour appeler Bertha. Elle ne répond pas. Enfin, il réussit à joindre Georges. « Il faut que je te raconte, c'est incroyable ce que j'ai trouvé. On ne peut pas balayer d'un revers de la main le projet de Bilbao, je t'expliquerai. Pour l'instant, une chose est sûre, il faut que j'aille à Manchester. » Tu n'y penses pas sérieusement, Frank, et par ailleurs, quel est le rapport entre Bilbao et Manchester, au juste? Je crois que je n'ai jamais été aussi sérieux. C'est une lettre de Dickens au commanditaire de l'expo qui révèle tout. C'est là qu'est le lien entre les deux villes, entre les deux projets. Bon, je vais essayer de garder mon calme. Veux-tu me dire en quoi ce voyage va influencer ton choix? En quoi le fait de savoir que Dickens, que sans doute plus personne ne lit, ait écrit cette fichue lettre, va changer le cours des choses. Et puis, l'équipe ne va pas être d'accord. Au nom du ciel, Georges, je sais bien que c'est toi qui n'es pas d'accord. L'équipe me suit toujours. Il faudra que tu trouves autre chose. Tu es irrationnel. Au sommet de ta gloire, tu vas tout risquer pour ce projet de dingue. Tu te trompes. Et tu te trompes aussi quand tu penses que Dickens n'est pas important dans cette histoire. Dickens est celui qui est sorti du rang de ceux qui ne comptent pas, comme toi et moi, je te rappelle, même s'il y a fort longtemps.
Alors si pour toi tout cela ne compte pas, si ce que nous avons accompli pour sortir de ce rang qui m'en rappelle d'autres bien plus féroces est sans importance, c'est que les bourreaux de nos ancêtres avaient raison de nous anéantir et que construire la beauté est une chose vaine et inutile. Mais je ne veux pas discuter de ça avec toi quand tu es de mauvaise foi. Et puis plus que Dickens, c'est le destinataire de sa lettre qui m'intéresse. Offrir la beauté au peuple en pleine révolution industrielle, permettre aux misérables tisserands de voir des œuvres d'art jusque-là contenues dans les châteaux privés, la voilà la véritable révolution. Et sans effusion de sang, imaginer que cela soit possible, c'est déjà en soi révolutionnaire. Je veux savoir si au-delà de cette exposition, cet homme a réussi son pari, si des ouvriers sont devenus des artistes, si comme nous, des enfants des slums de Manchester, ont pu accéder à la beauté. Si cela s'est produit, si ce rêve s'est réalisé, c'est que le musée de Bilbao peut vivre, c'est que le projet n'est pas aussi dingue que tu le penses. Comprends bien. Si l'expérience a réussi à Manchester, la ville ouvrière par excellence, elle réussira aussi à Bilbao. Voilà. Merci Dominique. On comprend bien à la lecture de ce passage, voilà, que tu centres un peu ton œuvre autour d'une idée aussi, enfin d'un rêve, quoi. C'est comme ça que tu l'appelles. C'est voilà, ce rapport, je dirais, cet accès à l'art de la classe ouvrière mancunienne du 19e siècle. Et tu donnes des indices. Je dirais que tu offres une clé de lecture au lecteur avec l'épigraphe que tu places au début de ton roman. Tu l'as cité tout à l'heure, Marcel Pagnol. Un aphorisme attribué à Marcel Pagnol: il n'existe pas d'art en dehors des lieux communs. Et alors, Franck Gehry, lui, refuse les lieux communs sur la classe ouvrière mancunienne, puisqu'il a lu un ouvrage bien connu ici, hein, c'est La formation de la classe ouvrière de Thomson. Donc il va à l'encontre de ces poncifs, mais en fait, je dirais que la première clé de lecture qu'il y a, c'est que voilà, cette création artistique que tu montres, ce projet architectural, il ne peut pas se faire en dehors de cette classe ouvrière de Manchester, qui a ses habitudes, ses lieux, la fabrique de coton. Comment tu as caractérisé comment en fait, tu vois ce lien c'est entre un les deux? moment, le lien, c'est un moment inédit, c'est-à-dire que c'est un moment où vraiment, donc c'est le moment de la révolution industrielle, mais c'est le moment aussi où tout bascule, où il y a des inventions, où par exemple on découvre la première couleur synthétique. Donc c'est le moment du daguerréotype, donc les images, le monde, on va voir le monde différemment. Et ce qui se passe pour Franck Gehry, au moment où Franck Gehry va décider va accepter ce projet, c'est que lui, il découvre la numérisation. C'est par la numérisation, en fait, on est dans un... Il y a un écho, en fait, je dirais, dans cette idée d'innovation. C'est-à-dire qu'on est en pleine révolution, et là, on est en pleine révolution numérique. C'est-à-dire que Franck Gehry, c'est le titane qu'il découvre. Il cherche des matériaux qui sont capables d'être malléables, etc. Et il tombe sur le titane. Et c'est grâce aussi, c'est la première fois, c'est grâce à la numérisation. Il construit tout par la numérisation. Et Franck Gehry, pourquoi Franck Gehry aussi? Alors, je parle peut-être parce que Franck Gehry, c'est un architecte artiste. C'est-à-dire qu'il est aidé par des sculpteurs, il est aidé par des peintres. Donc il y a aussi cet écho. Oui, et pourquoi? Parce que il me semble que on n'a pas besoin. Pourquoi les ouvriers? Parce que je crois qu'on n'a pas besoin d'être forcément éduqué à l'art ou de connaître par exemple l'histoire de la perspective pour être ému devant un tableau, pour être ému devant une annonciation, par exemple, je sais pas, de Frank Gehry, voilà. Et c'est ce qui se passe dans le roman, c'est-à-dire que les ouvriers qui viennent à l'exposition, certains vont être complètement illuminés.
Et en fait, je fais ce parallèle aussi parce que moi, j'ai été illuminée par la lecture. J'étais pas d'un milieu foncièrement littéraire. Moi, voilà, je suis pas du tout. Je suis issue d'un milieu, voilà, paysan, père berger, mère au foyer, voilà. Et donc, pour moi, c'était important de dire ça aussi, que l'art, il faut faire très attention. Je crois, il faut pas que l'art soit trop institutionnalisé, parce qu'à ce moment-là, il va perdre sa vitalité. Mais et là, est-ce que tu dirais pas que, finalement, le projet de Franck Gehry, alors, bon, on ne sait pas finalement Bilbao ce que ça a donné. Est-ce qu'on ne sait pas si à Bilbao, on ne sait pas ce qu'a permis, s'il a permis lui aussi une rencontre entre des œuvres et des individus. Voilà, ce qui compte, c'est le projet de l'architecte et s'il va aller ou non à son terme, et de quelle façon dans ton roman. Mais est-ce que tu penses que il n'y a pas un risque d'institutionnalisation quand même dans... En fait, c'est ça. En fait, le roman, c'est aussi une inquiétude. C'est-à-dire que je peux pas rien affirmer. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que le Guggenheim à Bilbao a fait venir beaucoup de monde. Ouais. La ville est satisfaite, économiquement parlant. Après, est-ce que... oui, voilà, parce que ce que tu montres, c'est que... Voilà, c'est le danger, c'est bien pour ça que je réfléchissais autour de la consommation culturelle. Ouais. Mais, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on organise des grandes expositions, avec des packages hôtels, expos, etc., comme on organiserait un trekking. Donc, c'était ça mon inquiétude. Après, moi, j'ai espoir que l'art reste dans la vie, mais après, j'ai aussi cette inquiétude. Je ne peux rien affirmer. Oui, parce que même si le projet est illimité, même si l'argent est illimité, ce qui tient à cœur, ce qui tient au cœur de l'architecte, c'est la dimension éthique. Et c'est ça qui fait l'objet des débats avec Théo Carr, qui a été cité, qui est son... En fait, j'ai transformé le nom parce que c'est Thomas Krins qui représente le Guggenheim. Voilà. Et il est devenu Théo Carr. Voilà. Mais ça, c'est aussi intéressant parce que cette lecture aussi, ton roman, c'est aussi une réflexion sur le genre romanesque, aussi sur le réalisme, sur le réalisme et l'imaginaire. Oui, tu travailles sur ces jeux-là aussi. Oui, parce qu'ils conversent en fait. Ouais. Le réel et l'imaginaire sont toujours en conversation, puisqu'effectivement, Franck Gehry a bien créé le Guggenheim. Après, ce que je fais de lui à Manchester, etc., ça relève de l'imaginaire, mais c'est une construction aussi, le réel. C'est pas vraiment, on est aussi dans l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est Pascal Quignard qui, quand il parle de biographie, il dit tout ça, c'est une construction rétrospectivement, mais il n'y a qu'à voir, on prend au sein d'une famille, si trois frères vont raconter leur histoire, leur enfance, on va avoir trois récits complètement différents. Donc tout s'entremêle. Je voulais te poser une question sur tes sources. Souvent, la documentation, est-ce qu'il y avait des sources, je sais pas, des archives de cette exposition qui a lieu à Manchester? Quel type de sources tu as utilisé pour construire ton récit? Alors, je suis allée à Manchester, je suis allée aux archives de Manchester. Donc là-bas, on m'a donné beaucoup de documents parce que, étrangement, la ville, quand on va... Alors, l'anecdote, c'est que j'ai cherché le lieu, je l'ai cherché, j'ai fini par le trouver. Et en fait, le lieu, aujourd'hui, c'est le lieu du stade Manchester United. Ouais. Voilà. Donc, les Reds ou les Reds. Voilà. Alors là, je ne suis pas très calée. Mais voilà, je sais que c'est... Voilà. Donc, c'était drôle, parce que voilà, comme quoi... Hein. Et donc je suis allée aux archives de Manchester, je suis allée à Bilbao, après j'ai fait, il y a un site formidable qui est la BNF où on envoie des questions et puis on vous envoie un tas de documents, après j'ai fouillé, j'ai lu, et en y allant aussi, Tu as enquêté. J'ai enquêté, c'est ce que j'aime d'ailleurs faire, j'adore ça. Donc tu as fait de l'histoire. Oui. C'est le sens du mot historia en grec, enquête.
Voilà, Donc bah, tu es une historienne. Non, je dirais pas Aussi. ça quand Bah même. si, entre autres. Mais tu joues avec cette frontière parce que tes lettres, parfois on se demande en les lisant, est-ce que ce sont de véritables lettres? C'est intéressent. Ça Tout le m'aide monde me aussi pose sur, cette question. Un trompe-l'œil extraordinaire. Ouais. Tout le monde me pose ces... Bon, les lettres sont de moi. Je divulgue, voilà. La lettre de Dickens, c'est moi qui l'ai écrite. Mais oui, mais le romancier, il est là pour aussi se métamorphoser, prendre voilà. Mais c'est un exercice de style. Parce qu'il y a le style Dickens, il y a le style John Connell Dean, il y a cette lettre de l'épouse de Dean à son mari. Enfin, il y a un véritable exercice de style. Tu t'es amusé aussi à faire tous Alors j'adore écrire des lettres, hein, je dois vous dire, j'adore écrire des lettres. Alors ça, c'est vrai, c'est un grand plaisir. Et j'adore écrire des... Non, pas grand mot, mais... Et il y a une lettre qui m'a... Mais je vais pas dire, je pleurais en l'écrivant parce que j'étais vraiment non, je pleurais de chagrin. Ah oui. Parce que j'étais vraiment l'épouse. Ouais, bien sûr. Voilà, bon. Ouais. Après, C'est vraiment dans la tête de tes personnages. oui. Mais ils m'ont accompagnée vraiment longtemps parce que c'est 6 années à peu près. Puisqu'il y a eu trois versions. Ouais. Voilà. Comme il y a eu 3 versions, ça fait un certain nombre de temps, plus les voyages, plus je suis allée à Naples, mais ça, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que sinon... Ça, il faut lire le livre. Voilà, il faut Lisez lire le livre, oui, voilà. Ici, les habitués de la librairie stalinienne savent que l'injonction principale pour éviter le camp de travail, même à régime souple, c'est de lire le livre. Donc, on vous attend tout à l'heure, hein, parce que... Oui. Voilà. Donc, il y a d'autres questions. Je voudrais savoir, quand vous êtes allé à Manchester, Dominique, est-ce que vous avez rencontré des gens qui connaissaient cette histoire, en dehors d'historiens ou de bibliothèques? Est-ce qu'il y a encore une mémoire de... Non, c'est ce que je vous disais, non, pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. En fait, la seule mémoire, elle est au musée des Beaux-Arts. Et c'est vraiment très peu de personnes qui m'ont indiqué... En fait, ils connaissaient vraiment pas l'histoire. Ils m'ont dit d'aller voir aux archives. Et c'est une dame des archives qui a été... Ils sont adorables à Manchester. Et en plus, moi, l'anglais, c'est pas mon fort. Donc, ça a été... qu'il a fallu après traduire. Ça aurait été en italien, ça aurait été formidable. Mais en anglais, j'ai dû vraiment utiliser le dictionnaire, les traducteurs. Heureusement qu'il y a des traducteurs, c'est merveilleux. Mais voilà, non, il y a vraiment... un sacré accent à Manchester. Il y a vraiment plus rien. Alors que c'est une histoire incroyable. Ça a duré quand même du 5 mai 1857 à octobre 1800. Ça a duré quelques mois. Pas la rédaction du livre, quand même. Non. C'est quand même, ça a été, la reine est venue. Il y a eu vraiment, ça a été un événement. Ça a été un véritable grand événement artistique. Mais qui a été très vite dénigré par Londres. Voilà, très vite, Londres a dénigré l'exposition de Manchester. Voilà. En disant le lieu, voilà, c'était inapproprié, que c'était des lieux, voilà, sales, Manchester, etc. pour un Londonien. Voilà, pour un Londonien, c'était... C'est une mine. Oui, mais il n'avait pas fait une exposition pareille à Londres non plus. Non. Même jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, il y a c'était jamais eu l'exposition. Il y pareille. avait les expositions universelles, mais là, c'était autre chose. C'était vraiment une exposition des œuvres d'art qui sont arrivées du monde entier. Des Rubens, des Montaigne, des choses extraordinaires. De la sculpture, de la majolique, vraiment des choses fabuleuses. Flaubert a failli venir avec Non, ça. c'était un peu la même question. Qu'il n'y ait pas de descendants d'ouvriers qui avaient vécu, ou de lettres, ou de... Non, vous voyez, c'est un peu la même question, parce que des événements comme ça, on les relate, on les transmet de famille en famille, en principe. C'est pour ça que c'est la même question. Donc vous lirez le livre, mais il y a eu... Lisez le livre, Il y a ma eu chère quand même- Nicole. Oui, monsieur. Il y a eu des cours du soir qui se sont organisés. Il y a eu des cours du soir qui se sont organisés, des cours de dessin du soir. Donc vous voyez, ça a eu quand même un impact. C'est ça qui est formidable. Mais à l'époque, À l'époque, oui. À l'époque, après la oui. tradition, non. Il y a une tradition dont ceux qui s'intéressent à l'actualité internationale et notamment politique anglaise ont eu quelques échos il y a une semaine à peine. Il y a une élection partielle dans la banlieue ouvrière
encore ouvrière de Manchester, qui s'appelle Rockdale, et un certain Galloway a été élu. Et si vous voulez comprendre pourquoi ça fait un petit peu écho quand même, un des éléments du contexte du livre de Dominique, eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous allez regarder la vidéo que j'ai, la très courte vidéo que j'ai sous-titrée, traduite, publiée pourtant par Sky News, probablement du groupe Murdoch, une des chaînes de news les plus réactionnaires en anglais qui existent, hein, bien qu'elle soit australienne, et vous verrez comment le journaliste de Sky News se fait ramasser, et j'ai fait précéder la vidéo d'une intervention du Premier ministre actuel anglais, Rishi Sunak, qui est une ordure absolue, à côté duquel Macron est vraiment un petit joueur, ne serait-ce que parce que Rishi Sunak, contrairement à Macron, est multimilliardaire, et ça incarne bien les conflits politiques en Angleterre. Eh bien, tu comprendras pourquoi ça fait écho un peu atténué, lointain, mais quand même, je ne sais pas si tu as suivi l'élection de Rockdale, ben tu regarderas la vidéo aussi. Oui. Mais avant tout, lisez le livre. En parlant d'écho, un autre écho avec l'expérience de Bilbao, c'est le Louvre-Lens. Ah oui. Deux objectifs, relancer l'économie de la région lensoise, et puis permettre aux classes dites populaires, si j'aime pas cette expression, d'accéder à la culture. Oui, le premier objectif n'a pas été très réussi, mais le deuxième est très bien. Et je vous encourage à aller au Louvre-Lens, à 1 heure de Paris. Il y a une expo actuellement que j'ai vue ce week-end qui s'appelle 20 000 lieux sous la terre, qui est tout à fait remarquable. Mais il y a un lien très fort entre. Et puis bon, Manchester et Lens, il y a comme un lien. C'est plus près. Lens, vous avez à peine le temps de lire le livre dans le train. Lisez le livre, j'ai envie de vous dire, dévorez le livre. Ah, voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est l'assignation à résidence. Ce thème d'assignation à résidence par rapport à son milieu social et la découverte. J'ai rencontré un auteur il y a 2 ans qui a écrit un bouquin, qui est épicier à Roubaix, qui vient des quartiers, qui en est à son 3e bouquin, et il expliquait, donc tous ses copains sont devenus des petites frappes de quartier, etc., donc des becs durs et tout. Et il m'expliquait à quel point il baissait les yeux quand il abordait le thème de la lecture, du musée, et que ces types, donc qui étaient des gros gaillards, avaient honte quand ils passaient devant un musée. Voilà. Et je trouve que ce thème d'assignation à résidence, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est le truc le plus important. Oui. Et le deuxième truc le plus important, c'est qu'à l'intérieur de ce livre, il y a la meilleure définition du hasard. Et merci pour ça. Très bien, vous passerez nous voir tout à l'heure. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Merci. De votre intervention. Bon, donc, si, quand même. Dans une toute autre direction, concernant le bouquin, il y a un personnage, je ne vais pas le dire pour ceux ou celles qui n'ont pas lu le bouquin. Ah oui. Il y a un personnage qui est un personnage Lisez le clé livre. Dans l'évolution de Guéry. Et ça, c'est formidable. C'est pas n'importe quel personnage. Il y a même un film là-dessus. Je divulgue rien. Et c'est vraiment le point de bascule. Et Guéry, avant ce personnage, c'est pas le même Guéry après. Et on peut penser, ça me semble pas exagéré, de dire que c'est à ce moment-là que le Guggenheim apparaît. Avant, il y a un grand architecte, qui se dit c'est peut-être une folie de jeunesse, allons voir. Et puis après, il y a une réalisation, une des plus grandes du XXe siècle. Et il y a un personnage, je dis rien, mais franchement, je ne vais pas dire comme le monsieur là, mais bon, lisez le bouquin quoi, franchement. Voilà, excellent teaser, voilà. Bon, tu les as triés sur le volet, tes invités, hein. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Voilà, vous avez même convaincu l'éditrice. Oui. De le relire. Il faut monter parce qu'il faudrait qu'elle écrive aussi autre chose sur un autre personnage en fait. Ah oui, d'accord. J'ai déjà plein d'idées. Hein. Lyon, là, conclusion, avant que nous passions aux agapes et à la dédicace. Ouf. À moins que Simon ait quelque chose à ajouter également. Peut-être. Moi, je vous remercie beaucoup d'être là. Et je crois vraiment viscéralement que l'art a une grande force et qu'on n'a pas besoin d'être éduqué pour... après qu'on se renseigne, qu'on
qu'on lise. Sur moi, j'adore ça, lire l'histoire de l'art, etc. Mais c'est pas on n'est pas besoin d'être. Voilà, on peut être ému par une œuvre d'art où que l'on soit et d'où que l'on vienne. En fait, je crois que c'est ça qui est important. C'est ça la force de l'art, me semble. Voilà. Eh bien, merci et bravo La Dominique. force émancipatrice de l'art. Voilà. Merci. Maintenant, lisez et faites lire autour de voilà, vous. absolument. Oui, Alors, voilà. Offrez-le. donc, Soyez la les- vidéo soyez sera les en Miss ligne Vous dans de quelques notre jours. Vous ministre de pourrez la la Culture, Madame Rachida diffuser Dati, par ce biais-là.